Alors, bonjour à tous. Je dois d'abord remercier le comité organisateur de ce cycle de conférences d'avoir pensé à m'inviter. Ça me fait tout à fait plaisir et c'est évidemment un honneur et un plaisir d'être ici avec vous. Je remercie la grande salle d'être ici présent pour qu'on puisse discuter de ces enjeux-là qui sont au cœur de mes projets de recherche depuis un certain temps. Peut-être avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, situer ce qui est généralement au cœur de la problématique qui m'occupe dans mes travaux de recherche. Je dis souvent avec plaisir que je ne suis pas a priori un spécialiste de la protection de la jeunesse, mais mes travaux se centrent davantage sur la compréhension des enjeux des transitions à la vie adulte des jeunes en difficulté. Et pour cela, j'insiste beaucoup pour essayer de toujours mettre en perspective les tensions et les différents enjeux d'injonctions contradictoires entre ce qu'on demande aux jeunes en difficulté, on va en reparler tout au long de la présentation, et les exigences, les contraintes, les opportunités qu'ont les jeunes de la société en général. Et pour moi, c'est absolument essentiel de faire ça afin de ne pas isoler les difficultés ou les problèmes qu'ont les jeunes et d'essentialiser ou d'individualiser les problématiques. C'est pour moi important de remettre donc en contexte constamment ces difficultés-là. Et pour ce faire, je pense que très rapidement, beaucoup de gens ici travaillent auprès de mes projets, dans mes projets, mais simplement remettre en contexte que depuis une quarantaine d'années, on observe des transitions à la vie adulte qui sont de plus en plus longues et désynchronisées. C'est-à-dire que pour la population en général, à cause notamment du phénomène de l'allongement des études, les jeunes sont de plus en plus soutenus par leurs parents et de plus en plus longtemps dans les transitions à la vie adulte. C'est-à-dire qu'ils reçoivent du soutien notamment du point de vue du logement, durant les études et aussi après, avant, durant les études, ce qui fait en sorte que pendant qu'il y a 40 ans, on avait un modèle de transition à la vie adulte relativement unifié où on avait un travail, en même temps on avait un appartement et puis on se mettait en couple, puis on avait des enfants. Maintenant, les transitions à la vie adulte sont désynchronisées, c'est-à-dire que toutes ces choses-là se passent assez souvent selon des perspectives où il faut regarder particulièrement la transition école-travail. Il faut regarder pour chacune de ces transitions-là comment ça se passe et ça ne se passe plus de façon unifiée. Si les jeunes en difficulté, qui sont les jeunes des centres jeunesse, font partie de la jeunesse en général, la littérature, les études montrent clairement qu'ils ont des difficultés supplémentaires avec lesquelles il faut composer. De façon assez classique, on parle d'importantes difficultés psychosociales, je ne vous apprends rien à personne, d'un manque de préparation à la vie autonome, c'est un peu ce dont on va parler un petit peu plus tard, de déficit des liens sociaux et d'un rapport déficient ou difficile à l'emploi. Je travaille sur les jeunes en difficulté, mais mon intérêt, c'est d'essayer de comprendre comment les politiques sociales et les politiques publiques en général aident les jeunes en difficulté. Et ce qu'on peut déjà noter, c'est que depuis une vingtaine d'années, les politiques sociales au Québec, mais on n'est pas la seule juridiction, tentent beaucoup de faire en sorte que les jeunes soient dans une perspective d'autonomie chimérique, j'indique dans mes travaux. C'est-à-dire qu'on veut beaucoup que les jeunes soient indépendants du point de vue financier, notamment indirectement pour faire en sorte que les services de l'État ne soient pas impactés et qu'on n'offre pas nécessairement de services aux jeunes. L'idée de la transition à l'aide sociale, on en a des échos dans l'actualité, et des transitions à l'aide sociale qui font en sorte qu'on soutienne les jeunes. Et le paradigme pour les jeunes des centres jeunesse qui arrivent à l'aide sociale, de dire il ne faut pas que les jeunes restent de façon prolongée à l'aide sociale afin qu'ils soient mis en mouvement rapide, bien, cette problématique-là est au cœur des réflexions qu'on a au Québec, mais aussi dans d'autres juridictions par rapport aux politiques sociales. Bon. Je ne vous ai rien appris par rapport à ça. Vous êtes tous aussi des spécialistes de cet enjeu-là. Simplement situer, encore une fois, vous êtes tous dans la salle très connaissants de tout ça, que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, au Québec, on a utilisé un programme qui s'appelle Qualification des jeunes afin de réfléchir à une intervention individualisée qui donne un soutien un peu plus accentué aux transitions à la vie adulte. Vous savez tous que ce programme-là s'adresse à une population particulière
ceux qui sont considérés ayant le plus de difficultés, des jeunes en difficulté, que sont ceux des jeunes des centres jeunesse, et par ailleurs, ceux qui constituent grosso modo au Québec les 5 ou 10 % les plus en difficulté. Donc, c'est un programme qui a des caractéristiques particulières pour lequel j'ai fait l'évaluation du projet pilote il y a de ça une décennie, mais qui démontre un souci qu'on a eu au Québec de s'intéresser aux transitions à la vie adulte des jeunes placés. L'intérêt de ce programme-là, il a été conçu, et d'autres interventions aussi, dans une perspective qui vise à comprendre diverses dimensions qui sont intéressantes lorsqu'on analyse les transitions à la vie adulte. Je reviens sur quelques-uns de ces éléments-là, mais afin de lutter contre la vulnérabilité et l'exclusion des jeunes, et de sortir d'une vision qui est très mécanique de la question de l'insertion. Par exemple, est-ce que le jeune à 18 ans et un jour a un emploi? Les perspectives relatives au cycle de vie et aux transitions à la vie adulte invitent, comme beaucoup de courants en recherche, à essayer de considérer ces éléments-là comme des processus et donc comme des dynamiques. Ou, par exemple, il faut regarder et analyser le processus de transition à la vie adulte à partir d'une compréhension de la multidimensionnalité. C'est-à-dire que indirectement, nos politiques publiques impliquent qu'on s'intéresse d'abord et avant tout à la question de l'insertion en emploi. Donc, l'indicateur premier est généralement, est-ce que tu as un emploi ou pas? Mais réfléchir en termes multidimensionnels, c'est se dire que pour qu'un jeune soit en emploi, il faut aussi comprendre les enjeux de ses autres transitions et de ses autres trajectoires de vie. Par exemple, la question du logement est une question centrale sur laquelle on va revenir de façon un peu plus approfondie. La même chose sur le couple éducation-travail, la transition scolaire, la persévérance scolaire au Québec, c'est un enjeu central. Mais quels sont les liens entre les deux systèmes, les deux réseaux? Donc, la compréhension des enjeux liés à l'interdépendance des transitions à la vie adulte nous apparaît d'emblée centrale. L'autre élément, la longitudinalité, renvoie simplement à ce que vous connaissez tous dans le monde de l'intervention et qu'il est plutôt difficile d'intégrer dans la recherche. C'est-à-dire que, à la fois du point de vue de l'intervention, mais aussi du point de vue de la recherche, il faut envisager les changements d'un point de vue longitudinal, notamment parce que, comme on l'a expliqué au départ, le fait d'avoir un emploi, maintenant, n'est plus nécessairement une dimension ou un facteur central des transitions à la vie adulte. Pourquoi? Bien parce que l'accès à un emploi pour un jeune ne signifie pas que cet emploi-là va être présent avec le jeune tout au long de sa vie. Donc, ça ne peut plus être un indicateur qu'on regarde seulement comme ça. Il faut regarder davantage, de façon processuelle, les processus de yo-yo, de pas en avant et de recul dans ces différentes transitions-là. Donc, on analyse les différents changements, les processus de bifurcation et de réversibilité. Un élément qui me tient beaucoup à cœur dans mes travaux depuis que j'ai fait, il y a une dizaine d'années, mon doctorat, c'est la question des relations des réseaux sociaux. Pour moi, la question de l'insertion doit absolument se lire au travers du prisme des relations sociales, du lien social. Justement, pour essayer de contrer cette vision des politiques publiques où un jeune devrait être autonome, c'est-à-dire indépendant du point de vue financier, mais surtout à la suite d'une vision où le jeune va être un grand garçon seul et répondre à l'idéal du jeune qui se débrouille seul dans la vie. De mon point de vue, quelqu'un qui est intégré à la vie adulte est quelqu'un qui est davantage interdépendant, c'est-à-dire lié aux autres dans ces différentes transitions à la vie adulte, que quelqu'un qui est simplement indépendant, seul au travers de ça. Et la question de l'importance des contextes, les politiques publiques, les interventions sociales et les transitions à la vie adulte se déroulent dans des contextes institutionnels, organisationnels et sociétaux qu'il faut prendre en compte. Rapidement, l'insertion à la vie adulte à Montréal, ce n'est pas la même chose qu'en Abitibi. Et l'insertion dans le centre jeunesse n'est pas pareil à Montréal qu'en Abitibi non plus. Et lorsqu'on essaie de réfléchir à ces enjeux-là, on peut comprendre que les conditions d'entrée sur le marché du travail sont différentes aussi dans ces contextes-là, mais elles sont aussi différentes dans
les différentes juridictions en France et au Québec, là où se déroulent plusieurs de mes projets de recherche, les conditions sont aussi différentes. Il faut prendre en compte ces différents aspects-là. Bon, c'est juste un survol d'emblée afin qu'on arrive au cœur de notre propos aujourd'hui. Lorsque les organisateurs m'ont interpellé pour réaliser une conférence, ils m'ont demandé « mais tu as certainement des résultats neufs à présenter. On aimerait ça que tu fasses une présentation. » Les résultats que je vais vous présenter s'inscrivent dans la continuité d'un regard transversal sur les différents travaux que j'ai réalisés depuis une décennie, mais particulièrement centrés autour de deux portraits des pratiques de préparation de la vie adulte qui ont eu lieu au Québec. Un réalisé en 2003 à la suite de la mise en marche du projet de qualification des jeunes, où l'Association des centres jeunesse du Québec voulait avoir un portrait de ce qui se faisait dans les centres jeunesse et avec leurs partenaires dans ce grand giron-là. Il y a quelques années, le Child Welfare League of Canada, en 2010-2011, a lancé une opération à travers le Canada où il s'intéressait à la question du soutien financier aux transitions de la vie adulte et m'ont interpellé pour piloter le volet québécois. Et je vais essayer de mettre en tension ces deux groupes de résultats-là parce que ça m'apparaît assez intéressant du point de vue du questionnement sur la suite des travaux de recherche et surtout sur la suite de la réflexion pour l'intervention dans notre juridiction ici au Québec. Alors, si je fais très rapidement, on ne s'embêtera pas trop longtemps avec les enjeux de méthodologie. Je pourrais y répondre plus tard, ça me fera plaisir. J'insisterai simplement sur la méthodologie de 2012 parce que j'ai un peu répliqué celle que j'avais réalisée en 2010-2011 avec la CGQ. C'est que via les tables de la CGQ, de la défunte ACGQ, on est allé chercher dans chacun des centres jeunesse les gens qui sont le plus près des enjeux d'autonomie, de transition de la vie adulte, afin de questionner sur qu'est-ce qui existait comme service dans leur centre jeunesse. On a, à partir de tout ça, développé une forme de questionnaire, afin de faire des fiches et de déceler les enjeux critiques des transitions de la vie adulte. On a, pour compléter tout ça, fait des entrevues avec des informateurs clés et j'ai complété aussi les différentes données avec les projets que je connaissais qui existaient dans les différentes régions. C'est particulièrement intéressant parce que vous allez voir dans les résultats, je partais en 2012, en 2010-2011 avec l'hypothèse centrale que l'intervention du programme de qualification des jeunes aurait dû avoir ou avait eu un effet de mobilisation autour de ce champ d'intervention-là et que dans les différents centres jeunesse, un peu partout au Québec, il y aurait eu un foisonnement de soutien aux transitions de la vie adulte qui se mettait en œuvre. La deuxième réflexion que je me faisais, c'est la vision paradigmatique qui était mise en œuvre des soutiens aux transitions de la vie adulte. Bien, je m'attendais à la retrouver dans les interventions qu'on voulait recenser. Puisque, comme vous le savez pour la plupart, les interventions du PQJ se réalisent dans une perspective individualisée auprès d'un nombre de jeunes, mais il y a aussi l'idée sous-jacente que le PQJ est un acteur de changement dans son milieu afin de soutenir les transitions à la vie adulte et développer à l'intérieur comme à l'extérieur les liens qui permettent d'améliorer les interventions. Alors, on va y aller déjà avec une première série de résultats et je mets en attention les résultats de 2003 et ceux de 2012. Déjà, on voyait en 2003, et ce n'est pas très surprenant, que conformément à la plupart des politiques sociales qui visent la mise en action rapide des jeunes vers l'emploi, il y avait beaucoup d'interventions qui étaient recensées en 2003 qui visaient à accroître les compétences du jeune dans une perspective souvent d'adaptation ou de réadaptation au travail. La vision qui se dégageait de ces interventions-là était la plupart du temps celle d'une vision qui manquait de qualification. C'est assez conforme au fait que les jeunes ont un diplôme, ont des diplômes
non complétés, par exemple, au niveau secondaire, mais aussi ça relevait tout ça d'une vision de l'insertion qui était relativement limitée aux professionnels. Donc, l'obsession, c'était les plateaux de travail, c'était la capacité qu'on a à mettre les jeunes en emploi. Derrière cette perspective-là, puisqu'on intervenait sur la cible, le jeune, et en voulant le réadapter, bien, on est assez proche d'une perspective où on voulait que le jeune soit responsable de leur situation. Sous-entendu, bien, on va corriger le jeune pour qu'il s'adapte au marché du travail. Comme ça, il va pouvoir être inséré. Dans ces perspectives-là, très peu, en 2010-2011, d'intervention s'intéressait aux dimensions structurelles des transitions à la vie adulte. Je vous donne un exemple. On peut dire qu'il y a des liens qui sont difficiles entre le monde de l'éducation, le monde des centres jeunesse et le monde de l'emploi. Mais si on veut faire en sorte de rehausser les qualifications d'un jeune, peut-être que ça ne suffira pas à combler les manques de cohésion et les passerelles qui sont déficientes entre l'éducation, les centres jeunesse et le milieu de l'emploi. Donc, c'est pour ça qu'on disait à cette époque-là qu'il y avait une forme d'évacuation des dimensions structurelles des transitions à la vie adulte des jeunes placés. Si je reprends tout ça et que je rebrasse les données qu'on a eues en 2010-2011, bien sûr, en 2010-2011, je l'ai dit d'emblée, le programme qualification des jeunes a toujours été mentionné dans toutes les régions du Québec comme étant une intervention phare du point de vue de l'autonomie. Et on ne peut pas rentrer dans les détails de région par région, mais on peut dire 2 ou 3 choses là-dessus. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est que la manière dont chacune des régions ou les personnes qui renvoyaient l'image de ce qui se passait dans sa région, dans son centre jeunesse, donc chacune de ces images-là était quelque peu différente sur la question de ce qu'était le programme de qualification en lui-même. Donc, c'était un questionnaire relativement générique et certains disaient que le PQJ s'intéressait à l'insertion au logement, tandis que d'autres mentionnaient beaucoup l'idée que c'était pour l'insertion au travail, d'autres que c'était pour renforcer les dimensions identitaires. Donc, la représentation qu'avait chacun des agents qui ont rempli ce questionnaire-là était différente de ce qu'était l'intervention du PQJ. 2, 3 pistes d'interprétation de tout ça. Bien, un, c'est pas tout à fait surprenant parce que l'intervention PQJ veut en elle-même s'adapter au contexte social dans lequel elle est et on peut croire que certains centres jeunesse ont des priorités d'action qui sont un peu différentes les uns par rapport aux autres dans un contexte où peut-être ils disposent de certains programmes qui visent un soutien en logement. Donc, le PQJ vient en complémentarité à tout ça. Peut-être ne s'inscrira pas totalement là-dedans pour développer autre chose qui manque. Il reste que ça pose déjà des questions absolument intéressantes et centrales dans la compréhension de ce que j'ai nommé la multidimensionnalité des transitions de la vie adulte. Si, a priori, la compréhension de ce qu'est l'intervention du PQJ est différente, on peut se demander s'il ne faudrait pas à tout le moins avoir un cadre de référence global uniformisé sur, par exemple, ce que ça devrait être de façon globale. La question de l'importance de ne pas être juste autour d'une transition à la vie adulte, mais s'intéresser de façon simultanée à l'ensemble et de déployer dans ces perspectives-là des soutiens dans la plupart de ces interventions-là. Ce qui ressort aussi de la comparaison des résultats entre 2003 et 2011, c'est, à partir des résultats de 2011, une meilleure prise en compte de l'implication du jeune dans le processus d'insertion et de développement social. Je vous l'ai dit, les interventions recensées en 2003 étaient surtout autour de l'insertion au travail et même de la question de la préemployabilité, de l'employabilité, ce qui restreint beaucoup le prisme. Dans la 25-30 interventions qui ont été recensées en 2011-2012, ce qui ressort, c'est une meilleure prise en compte et une meilleure diversité des différents enjeux.
Par contre, un des enjeux qui peut se poser à ce moment-ci, notamment lorsqu'on pense que ceux qui ont rempli ces questionnaires-là étaient au cœur des enjeux d'autonomie dans leur centre jeunesse, c'est justement, encore une fois, que certains nommaient, par exemple, l'enjeu du logement et que c'était central dans sa façon de lire le déploiement des soutiens, mais que dans d'autres régions, par exemple, l'enjeu du logement n'était pas du tout présent. Encore une fois, deux pistes d'interprétation. C'était à dessein dans ces travaux-là qu'on n'a pas donné a priori de définition des transitions lavé-adultes. Je n'ai pas indiqué a priori, je voudrais avoir une recension dans le logement, dans l'éducation, dans ci, dans ça. La grille de lecture paradigmatique ou conceptuelle des transitions lavé-adultes, elle n'était pas accompagnée. Donc, soit ceux qui développent l'autonomie dans les centres jeunesse ont une vision un peu différente de celle plus large qui exige ou qui témoigne de l'importance de l'interdépendance des transitions, soit, encore une fois, c'est peut-être pas les personnes les mieux avisées pour répondre à ce questionnaire-là. Je ne peux pas vous en dire plus sur ces hypothèses-là. Mais il reste que la réflexion qu'on peut porter sur l'ensemble du Québec peut soulever l'enjeu de la question de la disparité des différents soutiens. Dans d'autres travaux, j'ai déjà montré, puis des collègues ont déjà montré que certaines régions étaient beaucoup moins nanties en ressources sociales pour soutenir les transitions lavé-adultes. Par exemple, on peut faire l'hypothèse que dans une région métropolitaine, un centre jeunesse, avec les ressources des organismes communautaires, a plus de capacité à soutenir les transitions lavé-adultes que dans certaines petites régions où il y a moins de ressources dans les centres jeunesse et moins de ressources sociales dans les organismes communautaires en général. De l'autre côté, dans certaines régions, on peut tout à fait voir dans d'autres travaux que la petitesse de la communauté, je prends l'exemple de l'Abitibi où j'ai travaillé depuis 12 ans, fait en sorte que les gens des centres jeunesse, mais pas juste, de l'ensemble du service du réseau Jeunes en difficulté, se connaissent, se reconnaissent et travaillent ensemble, peu importe les transformations des structures administratives des différents réseaux. Parce que tous ces gens-là, c'est quasiment une caricature, mais c'est quasiment aussi vrai dans la réalité, se voient et se reconnaissent au IGA ou à l'épicerie parce que les milieux sont tellement petits que même s'il y a une grande étendue géographique, les gens se connaissent toujours. Puis c'est à peu près les mêmes gens qu'on revoit un peu dans tous les réseaux tout le temps. Fait que les liens sont assez pérennes pour construire les opportunités sociales d'insertion. Ça m'amène à envisager un autre enjeu, celui de l'importance de s'attarder aux transformations des contraintes qui visent des contraintes aux transitions lavé-adultes. À cet égard-là, si on veut essayer de faire en sorte que les jeunes des centres jeunesse s'intègrent plus à la société et soient des citoyens actifs, il faut être en mesure, je crois, d'aussi déployer une réflexion sur comment les centres jeunesse contribuent à la transformation des contraintes. Et ça m'apparaît d'autant plus pertinent que ces résultats-là de 2011-2012 sont assez... peuvent être une bonne piste de réflexion dans le contexte actuel de transformation du centre jeunesse intégré à un ensemble plus large de ressources en services sociaux. Évidemment, certains diront que les transformations actuelles sont plutôt délétères. D'autres insisteront sur les opportunités qu'il y a de faire en sorte que les centres jeunesse travaillent plus sur un continuum, première ligne, deuxième ligne. Évidemment, on ne pourra pas s'avancer là-dessus ici, ce n'est pas l'objet de la présentation, mais il me semble que ces résultats-là de 2011-2012 peut nous dire qu'il faut s'intéresser à ces enjeux-là. Assez souvent, que ce soit en 2000-2001 ou en 2012, on a très peu
intégrer dans la réflexion les acteurs économiques ni la question des ressources comme telles dans la réflexion sur les transitions à la vie adulte. La question de l'emploi a toujours été présente, la question du logement dans certains centres jeunesse, la question du soutien économique à l'accès aux études aussi dans certains centres jeunesse, mais très peu la question, et je vais y revenir de plus en détail, de l'accessibilité comme telle à diverses ressources. Ça me semble assez central à souligner. Et dans tout ça, que ce soit dans l'absence pour la recension qui précède l'implantation du programme de qualification des jeunes, ou que ce soit dans l'implantation, mais inégale à travers le Québec, de ce leitmotiv d'impliquer les jeunes dans les processus qui visent à faire en sorte qu'ils soient en transition à la vie adulte, que ce soit présent ou absent, en fait, ça m'indique que ça semble être toujours une piste assez pertinente pour essayer de continuer à réfléchir les transitions à la vie adulte. J'ai, à la dernière minute, flippé les slides pour présenter tout de suite la conclusion, juste pour être certain que j'ai le temps. Finalement, ça ne va pas si mal, mais je vais quand même présenter une première conclusion avant de poursuivre par la suite. Tous ces résultats-là, croisés avec les réflexions et les analyses dans d'autres travaux que j'ai réalisés avec d'autres au Québec, m'indiquent peut-être que trois niveaux en ce moment-ci de pistes pour réfléchir au développement des interventions. Je vous ai indiqué que je m'intéressais beaucoup à la question des transitions à la vie adulte et que je pense qu'il faut toujours réfléchir à partir de ce prisme-là, c'est-à-dire à partir du jeune et à partir de la trajectoire et des transitions à la vie du jeune, d'essayer de restituer la manière dont les acteurs et les interventions soutiennent ou pas les transitions à la vie adulte. Mais en fait, je pense que la réflexion actuelle qu'on a au Québec devrait aussi prendre en compte le fait que les jeunes qui quittent les centres jeunesse ont différents enjeux, différents besoins qui témoignent d'un passage d'une vision transition à la vie adulte à une vision qui soit davantage liée au passage interinstitutionnel. Et je m'explique. Peut-être que l'enjeu du post-18 ans, comme il est vécu et depuis avant même l'instauration du système de protection de la jeunesse et des centres jeunesse, il y a des rapports qui témoignent des enjeux d'insertion sociale à la vie adulte, des jeunes placés, des poor outcomes pour les jeunes. La littérature, depuis des décennies, témoigne de ça. Mais peut-être faudrait-il, au lieu de penser à une question de transition à la vie adulte pour les rendre autonomes tout de suite, réfléchir à comment on pourrait organiser le passage interinstitutionnel d'abord. Vous avez lu dans le résumé, la littérature et même ce qu'on a fait ici au Québec témoignent. Évidemment, c'est un peu différent. C'est différent pour les jeunes qui participent au projet de qualification des jeunes, mais témoigne d'une forme de lâchage institutionnel, comme mes collègues en France ont nommé, c'est-à-dire des transitions à la vie adulte qui sont, du point de vue du service, en discontinuité parce que déjà en protection de la jeunesse ou dans les centres jeunesse, souvent les intervenants changent. Effectivement, lorsqu'on arrive à 18 ans et que le jeune est coupé de ses services et de ses relations avec les gens de la protection de la jeunesse, mais il y a une forme de passage interinstitutionnel à soutenir. Et je prendrai l'exemple de trois figures là, pour illustrer tout ça. Effectivement, la question du logement, de la santé mentale m'apparaît deux figures assez centrales dans la réflexion actuelle au Québec et dans les travaux qui ont été réalisés au Québec. Partons du logement. Commençons par le logement. Lorsqu'on a fait les études longitudinales sur les jeunes placés et leur transition à la vie adulte, on a clairement vu que les jeunes eux-mêmes, les programmes d'intervention, les politiques sociales, voulaient faire en sorte qu'ils accèdent au travail d'emblée et que c'était un objectif prioritaire. Bien sûr, on veut tous que les jeunes aient un travail et qu'ils puissent être gratifiés du fait de participer à la société en travaillant.
Mais on a aussi vu que lorsque la situation des jeunes en logement n'était pas stabilisée, de façon assez directe, les jeunes qui étaient au travail quittaient leur travail parce que, assez simplement, dans le processus de transition à la vie adulte, lorsqu'on quitte un milieu de placement à 18 ans, lorsqu'on est en suspension, qu'on n'a pas de toit et de chez soi, il est assez certain que la question d'aller au travail devient un peu secondaire. Pas que ce n'est pas important pour le jeune, mais le jeune veut trouver un endroit où se loger. Donc, la réflexion sur le passage interinstitutionnel me semble assez importante du point de vue du lien entre la manière dont on réfléchit les transitions à la vie adulte dans les centres jeunesse et les questions d'accessibilité à des ressources de logement. À cet égard-là, plusieurs centres jeunesse au Québec ont pris acte de cet enjeu-là et développent à certains égards des programmes de logement supervisés qui dépassent le 18 ans, qui sont plus souples, inscrivent sous la loi de la santé et des services sociaux des modèles hybrides d'intervention où les jeunes, dans certaines circonstances, peuvent avoir accès. Mais d'autres centres jeunesse n'ont pas cette réflexion-là, n'ont pas actualisé ces liens-là avec le monde du logement communautaire avec support, par exemple. Vous voyez très bien le lien entre transition à la vie adulte des jeunes placés, la question du logement et le troisième point de nos figures, qui est la situation de l'itinérance. Effectivement, lorsqu'on est dans le prisme logement, travail et qu'on n'a pas de logement, on perd son travail et vous savez certainement que dans la population de jeunes de la rue, disons des jeunes de moins de 30 ans, au Canada, les études montrent qu'entre 40 et 70 % des jeunes ont un passé en centre jeunesse. D'ailleurs, un collègue aujourd'hui, cette année, a lancé des résultats indiquant qu'à partir d'une collecte de données de l'été dernier, 52 % des jeunes de moins de 30 ans qu'ils avaient interviewés lors d'un recensement dans la rue avaient un passé en centre jeunesse. Donc, ceci amène cela. La question du logement m'apparaît centrale dans la réflexion sur les transitions à la vie adulte. On pourrait faire le même type d'analogie pour santé mentale. Les problèmes de santé mentale, tous les gens qui travaillent en intervention, plusieurs collègues en recherche, témoignent de l'importance de ces problématiques-là pour à peu près la moitié des jeunes qui sont pris en charge dans les centres jeunesse. Or, vous savez tous que les liens pour avoir accès à des ressources de suivi en santé mentale, qu'on pense aux ressources plus hardes de pédopsychiatrie, mais aussi à une vision plus large et complexe des problèmes de santé mentale, même dans une perspective sociale, ne sont pas toujours faciles. La question de l'accessibilité à la santé mentale pour les jeunes, c'est une question centrale. Le Centre jeunesse ici, le CIUS, met en branle des travaux sur cette question-là actuellement. Au niveau provincial, il y a des tables nationales qui réfléchissent à ça depuis quelques années. Donc, il me semble assez important de lire l'importance des enjeux liés à l'accessibilité en santé mentale, à celle du logement et à celle de l'itinérance. Parce que aussi dans la rue, les recensements font en sorte de montrer qu'il y a beaucoup de populations qui viennent des centres jeunesse, qui ont des problèmes de santé mentale, qui se retrouvent aussi dans la rue. Donc, évidemment, ce n'est pas des liens de cause à effet, là. Tout le monde n'a pas tout ça comme problème en même temps, mais ça témoigne un peu des enjeux. Outre ces trois figures-là, ce qui m'apparaît aussi important, c'est la question de la scolarisation. Dans les études qu'on a faites déjà au début des années 2000, que ce soit dans le monde des centres jeunesse ou dans des réseaux qui accueillent des jeunes en difficulté qui ont le même profil, la question de la scolarisation des jeunes en difficulté ou des jeunes placés se posait pas tellement. C'est-à-dire qu'a priori, ce qu'on disait, c'est oui, mais les jeunes ne sont pas très motivés à poursuivre la scolarité. Sous-entendu, on ne veut pas leur faire vivre de nouveaux échecs. Ils ont eu des rapports difficiles antérieurement et
nos programmes d'intervention visent à obtenir des résultats à court et surtout à court et moyen terme. Donc, la mise en marche vers une trajectoire d'emploi est plus facile à mettre en œuvre que de réinscrire, remobiliser le jeune dans une perspective de scolarisation. Or, depuis 5, 6, depuis 2 ou 3 ans au Québec, la question de la scolarisation et de la scolarisation des jeunes déplacés est revenue au cœur des préoccupations. On en est encore à réfléchir sur comment on fait ça, mais il semble assez important de montrer qu'il y a encore des liens à faire entre le monde de l'éducation, de la scolarisation des jeunes en difficulté et les opportunités sociales d'insertion que seraient des passerelles entre le monde de la scolarisation, de l'éducation, le monde des services sociaux et le monde de l'éducation aux adultes, de l'insertion au travail. Parfait. Je poursuis rapidement pour essayer de conclure tout ça. Maintenant que j'ai dit qu'il faut passer d'une logique de passage à la vie adulte à une logique de passage interinstitutionnel, je me demande s'il ne faudrait pas aussi réfléchir à un autre niveau, c'est-à-dire de passer de cette logique interinstitutionnelle, on le voit très bien, à une logique d'extended care. C'est quoi ça, l'extended care? Rapidement, je prends 1 minute. L'ensemble des juridictions à travers le Canada, plusieurs comme l'Ontario, à Calgary, à Vancouver, mais aux États-Unis, dans les pays scandinaves, dans plusieurs pays européens. Peu importe donc les modèles de politique sociale qui soient plus fortes ou moins fortes, qui protègent plus l'individu et la famille ou pas, réfléchissent beaucoup avec cette notion d'extended care, qui par exemple fait en sorte qu'il y a quelques années, en 2012-2013, il y a un rapport du protecteur des enfants placés en Ontario qui a montré, à partir d'une logique coût-bénéfice, que d'étendre les services sociaux de protection de la jeunesse jusqu'à l'âge de 21 et 25 ans, ça avait des effets positifs, même financiers, parce que les jeunes sont plus stables dans leur transition de la vie adulte, dans l'insertion, parce que les jeunes sont plus stables au travail, rapportent donc des taxes à l'État, etc., etc. Je ne suis pas dans ce type de réflexion-là, même si je pense que si elles sont bien faites, elles sont tout à fait pertinentes au débat. Mais de faire en sorte de réfléchir à la question de la continuité relationnelle, c'est de réfléchir à la manière dont on peut faire en sorte que la brisure du 18 ans ne soit pas synchronisée à tous les niveaux dans toutes les transitions de la vie adulte et en même temps à 18 ans. C'est de réfléchir sur comment on peut étendre dans le modèle de l'allongement de la jeunesse qui s'applique à la jeunesse en général, ces transferts de relations, ces brisures de liens. Et ailleurs, mais on réfléchit à ce que les services sociaux, protection de la jeunesse, aient un lien et se poursuivent à tous les niveaux des transitions de la vie adulte et simultanément au-delà du 18 ans. Ou même au-delà du 21 ans, qui, dans certains États américains, c'est l'âge de la majorité. Donc, il est clair qu'au Québec, on a très peu réfléchi dans ces termes-là, et ça apparaît assez surprenant compte tenu des résultats depuis 10, 15, 20 ans qu'on obtient dans les recherches auprès des jeunes au Québec. On réfléchit davantage à un début de réflexion sur un passage interinstitutionnel, et, en parenthèse, on se retrouve toujours à une compétition entre services sociaux généraux adultes et protection de la jeunesse, entre les politiques sociales d'activation de la main-d'œuvre, emploi solidarité sociale, qui font des choses que le santé et services sociaux ne sait pas, que les gens en haut entre les ministères font et ne se parlent pas, et pendant que sur le terrain, il y a des actions qui se passent et qui montrent l'intérêt de travailler ensemble. Donc, il y a comme un millimélo d'enjeux qui renvoie à différents enjeux de l'organisation bureaucratique de notre société, qui fait en sorte qu'on, selon moi, on ne réfléchit pas au Québec à partir de la continuité relationnelle ou de la notion d'extended care, comme les collègues américains en parlent. Ce qui fait en sorte qu'on ne réfléchit pas beaucoup non plus à la question de la tension entre la mobilisation des connaissances, c'est-à-dire les travaux commencent à montrer au Québec, aux États-Unis, ce qui serait intéressant de mettre en œuvre. Mais
si on prend la question du logement ou de la santé mentale comme réflexion, ce qui semble, c'est qu'il y a aussi des enjeux de mobilisation des ressources. Un collègue qui travaille sur l'insertion, sur la question des jeunes autochtones, a très bien montré l'importance de dire qu'il y a des services sociaux généraux pour les Autochtones qui devraient être mis en œuvre, ce qui ferait peut-être en sorte de gérer certains autres enjeux qui créent la situation que beaucoup de jeunes Autochtones qui ont des situations très difficiles au début de l'âge adulte. Je pense que je peux utiliser cette même analogie-là pour dire qu'on aura beau réfléchir à un paradigme interinstitutionnel en santé mentale, mais s'il n'y a pas de services, il faut trouver les services, il faut que soient adressées les questions d'accessibilité, parce que essayer de connecter des choses qui, a priori, n'existait pas, ça devient assez complexe. Lorsque, à l'entour d'une table, on réfléchit à la question de la santé mentale et qu'il n'y a pas les gens qui, au début de l'âge adulte, reçoivent à l'extérieur des centres jeunesse, dans les organismes communautaires, les jeunes qui connaissent des problèmes de santé mentale, lorsque les ressources de santé mentale sont ou paraissent inaccessibles, ça me semble être un enjeu absolument important et incontournable. Bon, j'ai bien fait de vous présenter la conclusion parce que j'ai tellement pris de temps que je suis rendu à la conclusion. Je veux juste redire et réinsister sur le fait qu'on pense beaucoup d'un point de vue interinstitutionnel, interministériel, à la question de la continuité des services. C'est important, il faut continuer, là. Mais qu'il faut aussi mettre au centre de notre réflexion le jeune, lui, et comment il est connecté, et comment il est déconnecté parfois par certaines décisions pour faire un passage de l'intégration au service, la collaboration interorganisationnelle et arriver à mettre au cœur de la réflexion la question de la continuité des liens. Bon, mais j'ai expliqué tout ça. On va passer. Et dans le fond, c'est le cadre d'analyse globale d'un important projet de recherche qu'on dirige en ce moment au Québec avec la plupart des gens qui sont ici dans la salle, c'est-à-dire de réfléchir à la question de la trajectoire de placement et de l'interaction entre celle-ci et les enjeux de devenir adulte, mais aussi dans l'interaction avec les différents services sociaux et de santé qui doivent travailler ensemble dans une perspective de continuité relationnelle. Et bien sûr, l'enjeu est celui au Québec positionné par l'âge de la majorité légale, mais je pense qu'il faut essayer de dépasser cet enjeu de brisure-là pour réfléchir dans la recherche comme dans l'intervention à dépasser ces enjeux-là. Bon, en vraie conclusion maintenant, il me semble que dans nos interventions, la question de la centralité de l'individu est importante, mais qu'il est aussi important de dépasser les enjeux de l'individu. Alors, d'une part, je redis que je pense qu'il est essentiel de situer le jeune et comment les soutiens des politiques sociales et des réseaux sociaux parviennent à l'aider dans cette transition à la vie adulte. Donc, il faut qu'il soit central. Mais il faut qu'on dépasse cette lecture-là pour pas qu'on reste toujours au niveau du jeune. Par exemple, on peut l'aider individuellement, mais si les autres choses liées au logement, à la santé mentale ne se mettent pas en place, bien, on pourra toujours aider le jeune à corriger lui-même puis à être meilleur. Mais si, en bout de ligne, il n'y a pas de logements sociaux pour les jeunes dans certains milieux où les loyers sont trop élevés pour les jeunes en milieu métropolitain, où les loyers sont trop élevés pour les jeunes dans des régions ressources où il y a eu un boom dans certaines villes comme Sept-Îles ou à Val-d'Or, où à cause des ressources, avoir un appartement, ça coûte 1 000 $, un 3,5, 4,5. Donc, ça me semble absolument central à adresser. Et pour le reste, c'est toutes des choses un peu que je vous ai dit. Il me semble central de dire et de redire qu'il faut absolument réfléchir à tout ça en faisant bien attention d'intégrer les jeunes dans la réflexion sur les interventions qui leur sont destinées, d'une part, et que si on veut, à moyen terme, modifier et améliorer les soutiens visant la transition de la vie adulte, il faut aussi intégrer les intervenants et les gestionnaires dans la construction des différentes innovations qui, on le veut, vont peut-être améliorer les transitions de la vie adulte.
Donc, il nous reste une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Je vous remercie de votre attention, puis je suis très heureux d'accueillir vos suggestions, commentaires.